Bonsoir. Ça va arriver. J'invite nos intervenants à monter sur scène, voilà, et à me rejoindre. Est-ce que Tristan est arrivé? Il y a des embouteillages, Tristan Rachid est en route, il arrive dès que possible. Et on vous l'envoie sur scène dès qu'il arrive. Et bien du coup il nous rejoindra. Je vais lancer mon chrono pour savoir où on en est. Ce que je vous propose pour démarrer, ça va être de faire une petite présentation de chacun très rapidement, peut-être en vous faisant aussi réagir sur le film que vous venez de voir. Loïc le connaît bien puisqu'il y participe, mais je crois que pour Serge, c'était une découverte. Donc, les questions que j'ai envie de te poser, Serge, c'est d'une part, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que toi, tu votes, par exemple? Puisque c'est une question qui revient souvent dans le film. Et peut-être pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, en tant que... Donc, on t'a présenté tout à l'heure en tant que participant d'un conseil de quartier. Comment on devient citoyen, membre d'un conseil de quartier? En tout cas, pour toi, comment c'est ton parcours personnel, professionnel? Comment tu es arrivé à cette participation? C'est bon. Moi, j'ai toujours voté et j'ai même fait voter. Donc, par rapport à ce film, moi, je suis d'une génération où on s'est engagé dans les partis politiques, les associations, et où on n'est pas dupe de la distance qui est très bien révélée par ce film entre les appareils politiques et les gens sur le terrain, quoi. Il y a un vrai déficit aujourd'hui qui s'amplifie, les structures politiques étant devenues des appareils sans idéologie et des appareils à placer des personnes sur des postes. Comme il n'y a plus de choses à discuter, c'est des rapports de force qui jouent, on ne sait pas sur quel thème, quoi. Mais moi, je ne serais pas aussi catégorique en disant que la droite et la gauche, c'est la même chose. Voilà, mais ça, c'est mon sentiment personnel. Ce qui a motivé ton engagement dans un conseil citoyen, un conseil de quartier? Alors, bon, c'est une petite chose, hein, le conseil citoyen. Le conseil de quartier, alors là, je suis là parce que les deux autres personnes avec qui on a mis en place une expérience de boîte à lire sur la place Guichard sont absentes ce soir, sinon c'était davantage à elles d'appartenir. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Ouais. On fait un petit Mais tour. moi, j'ai toujours été, dans ma vie personnelle, depuis longtemps, dans des choses qui ne s'appelaient pas des conseils de quartier, mais des conseils d'habitants qui ont mené des actions pour l'ouverture d'une piscine à Saint-Étienne, pour la construction d'une MJC, etc. Voilà. Donc ça s'inscrit pour toi dans la continuité d'un engagement militant et d'un engagement politique aussi. Oui. D'accord, merci. Alors Loïc, on te voit beaucoup dans ce film. Est-ce que toi tu votes? Oui, systématiquement. Parce que j'ai pas voté le 21 avril 2002. Et depuis, je m'en veux à mort. J'étais parti en vacances en me disant, de toute façon, ça change rien de voter au premier tour. Et donc depuis, je voudrais revenir sur le film quand même, parce qu'il est intéressant. Il a plein de défauts, mais il est intéressant quand même. D'abord, c'est à la fois l'initiative du film qui est intéressante. C'est deux types d'une vingtaine d'années qui ont fait ce film tout seuls, quasiment sans aucun soutien, et qui ont réussi à faire un travail qui est plutôt professionnel, qui dit beaucoup de choses et qui repose sur un engagement politique, c'est-à-dire une volonté finalement de vulgariser, parce que ce film, c'est une performance, parce qu'il réussit, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais réussit à traduire ce que j'enseigne habituellement, ce que d'autres enseignent, ce que Bernard Manin enseigne, et ça je trouve extraordinairement précieux.
Deuxième remarque, ce film il est plein de défauts. Je ne sais pas si vous avez regardé, il n'y a que des vieux mâles blancs qui interviennent. Il n'y a pas... Et voilà, et ici aussi. Et alors, c'est un effet absolument contre-performant, parce que quand vous regardez ça, des gens qui dénoncent les vieux mâles blancs, mais qui sont eux-mêmes vieux mâles blancs, je trouve que ça craint un peu quand même. Hein, mais troisième élément, c'est l'écho de ce film. Alors, je suis allé voir le nombre de personnes qui l'ont vu. Il y en a 350 000. 350 000, qu'est-ce que ça signifie finalement? Sur le net, 350 000, c'est une émission d'Arte de fin de soirée. Hein, donc, ça veut dire que via le net, on peut réussir finalement à toucher un public. Mais en même temps, 350 000, c'est rien du tout par rapport au nombre de personnes qui devraient voir ce film. Et ça rend bien compte finalement de la situation. Et ils n'ont pas eu d'accord avec les chaînes de télévision, puisque je les ai revus après, et effectivement ils avaient l'ambition de le vendre à une chaîne. Alors on pourra invoquer le complot en disant évidemment les chaînes ne veulent pas, on pourra invoquer l'amateurisme de la démarche, mais ça c'est tout à fait intéressant. Et simplement dire une chose qui me paraît extrêmement précieuse, importante, c'est que ce film, il a un immense mérite, c'est de préciser le constat, c'est-à-dire d'où nous venons, où nous en sommes, mais il a, me semble-t-il, un défaut majeur, c'est de considérer que la solution ne réside que dans deux démarches, deux procédures qui seraient des formes de formules magiques qui permettraient de transformer radicalement le paysage. Ces deux procédures, c'est le tirage au sort, avec lequel je suis tout à fait en accord, mais qui me paraît finalement n'être qu'un des éléments possibles de rénovation de notre système politique, sauf à renverser la table, ce qui me paraît totalement irréaliste, et à substituer complètement le tirage au sort à ce que pourrait être un processus de réforme constitutionnelle via le tirage au sort. On peut y réfléchir, mais ça me paraît compliqué à mettre en œuvre, et si on met trop d'espoir dans cette technologie, ça peut poser problème. Et l'autre, c'est la conférence de citoyens, c'est-à-dire ce qui nous est présenté, avec laquelle je suis parfaitement en accord. Mais la question qu'il nous faut nous poser aujourd'hui, c'est de savoir si ces méthodes-là sont à la hauteur des défis qui nous attendent. Et c'est pour ça que j'ai envie que Tristan réussisse à venir, parce que ce qu'il propose, lui, Tristan, à travers son expérience de Saillant, c'est le début d'un nouvel imaginaire politique. C'est-à-dire comment, finalement, on repense totalement la démocratie dans des catégories différentes, et avec quelque chose qui me paraît absolument essentiel, c'est une réappropriation par les citoyens eux-mêmes du pouvoir de faire les choses, du pouvoir d'agir. Et à Saillant, c'est ce qui se joue, et c'est ce qui me paraît, à mon avis, être une des pistes aussi importantes, sinon plus, que le tirage au sort et les conférences de citoyens, que j'aime bien, que j'étudie, etc., mais qui ont des limites. Sinon, moi j'ai beaucoup parlé, donc voilà, je parle plus, et puis on ouvre la discussion. Juste un petit. Donc, par rapport au déroulement, ce qu'on a prévu, c'est qu'il y a un premier temps d'échange avec les intervenants, et le deuxième temps du débat, ça va être vos interventions, vos témoignages, vos questions. Moi, j'avais une réaction en voyant le film. Je me disais, mais quand même, à chaque fois, on nous ressort le coup de la démocratie athénienne. Est-ce que, en termes d'idéal et d'utopie, ça reste ça le seul modèle? Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, par rapport à ce qui ressort de ce film, et j'ai l'impression, bon, ça date de 2013, 2014 à peu près, le sentiment général qu'on vit une crise importante de la démocratie représentative n'a fait plutôt qu'aller en augmentant. Et je me demande, est-ce que ce modèle de la démocratie athénienne, ça a encore du sens aujourd'hui? Ça me paraît très décalé par rapport à notre société aujourd'hui. Alors, évidemment, ce modèle athénien, il a des failles, il a des défauts, on les invoque souvent, l'exclusion des femmes, l'exclusion des métèques, l'exclusion des esclaves, et puis cette question de la taille, c'est-à-dire de la spécificité de ce qu'était la cité athénienne, c'est-à-dire une forme de tout, au sein desquelles les gens se connaissaient, avec des possibilités finalement d'expression politique et de relations politiques qui étaient beaucoup plus faciles que dans nos sociétés. Mais en même temps, si on relit par exemple un auteur comme Castoriadis, on a besoin, un philosophe qui est allé rechercher cette inspiration athénienne pour penser la politique actuelle, on a besoin aujourd'hui de sortir de ce que sont nos évidences.
Nos évidences, ça a été très bien dit, c'est que la démocratie, c'est l'élection, et que nous ne pouvons pas nous passer de représentants. Il faut interroger cette évidence. Peut-être que nous ne pouvons pas nous passer de représentants pour des raisons techniques, mais à une condition, c'est de repenser complètement le processus de représentation lui-même, avec la nécessité pour ces représentants d'entretenir un dialogue permanent avec les citoyens. Et c'est ça que nous a légué Athènes. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a d'autres expériences aujourd'hui qui pourraient nourrir notre imaginaire ? Il y en a, elles sont assez peu nombreuses. L'exemple islandais... Peut-être on revient dessus juste après, et on va demander justement à Serge de témoigner sur cette expérience de conseil de quartier. Est-ce qu'il était question dans le film de l'idée d'une construction collective de la décision ? Quand on est membre d'un conseil de quartier, est-ce qu'on a l'impression de participer à la construction collective de la décision ? À Lyon et dans le 3e arrondissement. Ça s'inscrit dans la démarche de la démocratie participative mise en place par la ville de Lyon. Et donc, le conseil de quartier où je suis a fait des propositions dans un cadre intergénérationnel. Parce que ce qui se produit, on évoquait le fait qu'il n'y avait qu'une certaine catégorie sociale qui était représentée dans les assemblées. Le fait que ce soit le tirage au sort et qu'il y ait une conférence des citoyens, ce sera toujours les mêmes qui prendront la parole à l'intérieur. Donc on n'aura pas avancé de mon point de vue. Alors que c'est ce qui se passe dans le conseil de quartier ? Non. C'est toujours les mêmes qui parlent ? Non, c'est une appréciation là-dessus. Mais dans un conseil de quartier, malgré la bonne volonté, c'est essentiellement des gens qui sont à la retraite, c'est pas les forces vives. Donc c'est comme moi j'étais au conseil de développement du Grand Lyon, c'est la même chose. Donc les forces vives, elles existent, les générations avec enfants et vélos sur notre quartier qui sont fort nombreuses, elles n'ont pas grand-chose à dire Alors c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est la commission intergénérationnelle, où justement il y a des gens plus jeunes avec des gens de mon âge. D'ailleurs, ça aurait dû être une personne beaucoup plus jeune qui devait intervenir. Donc, qu'est-ce qui s'est produit en termes de... Bon, l'idée a émergé, parce qu'elle existait ailleurs, de faire une boîte à lire. C'est-à-dire un lieu où on dépose des livres et où on les pose, on les enlève, on les remet, etc. Ceci a été fait en partenariat avec la librairie du tramway, avec des associations du quartier, avec le collège. Et donc, les gens viennent, ils déposent leurs livres et ils en reprennent, etc. Donc, on a fait un certain nombre de contrôles, on a mis des tampons parce qu'on s'est aperçu qu'au début, il y avait des gens qui venaient avec des grands sacs pour pouvoir les revendre, enfin, je veux dire, des choses du fonctionnement. Mais ça mobilise 5-6 personnes seulement. Mais ça crée du lien avec un certain nombre de personnes à côté de la station de métro, où les gens, ils discutent. Moi, j'y vais régulièrement, discuter avec les gens sur ce qu'ils ont lu, etc. Il y a un début. Mais cette histoire de boîte à lire qui fonctionne, elle a été aussi réalisée par une association de personnes qui, je ne sais plus le nom de cette association, qui fabriquent des meubles, et ils ont donc décidé de nous fabriquer cette boîte à lire qui a une certaine technique. Alors sur une initiative comme celle-là, qu'est-ce que ça changerait qu'est-ce que ça change que ce soit une proposition d'un conseil citoyen ou ça aurait pu, puisque ça existe dans d'autres communes, ça a été mis en place par la municipalité. C'est quoi la différence pour vous ? Quel est le plus que vous apportez dans le fonctionnement, par exemple ? Le plus, c'est de donner du sens à ceux qui le font. C'est-à-dire qu'on n'est pas des purs consommateurs. C'est qu'on a quelque chose à partager quand on le fait sur la lecture, et on fait des lectures aussi le mercredi après-midi pour les enfants. On n'a pas eu de chance, il a fait 3 fois mauvais temps, donc ils n'étaient pas nombreux, mais voilà. Donc l'objectif, il est de créer un lieu de rencontre, de donner du sens à la lecture, donner envie aux gens de lire, et la librairie du tramway qui nous a donné 150 livres,
Et elle est très heureuse parce que ça lui fait vendre des livres en plus. C'est pas... Il y a un certain nombre d'associations, il y a des écueils qui arrivent, parce que vous avez sur notre quartier des Chibani, c'est-à-dire des personnes qui sont venues en France travailler, et qui ils viennent me voir, ils me disent « mais nous on ne sait pas lire, comment on fait ?» Voilà, donc il y a des limites quand même. Mais c'est le sens donné à l'intergénérationnel, parce que les gens qui sont dans la commission intergénérationnelle sont des gens qui sont parents d'élèves engagés pour le logement des sans-abri. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement, c'est des gens qui se retrouvent. Alors, comment ça marche dans le processus? Vous faites des propositions. Qu'est-ce qui fait que les propositions sont retenues ou pas? Est-ce que vous avez d'autres propositions qui n'ont pas été retenues? On en a fait une deuxième qui vient d'être retenue, mais qui n'a rien à voir. La boîte à lire, on a répondu à un cahier des charges proposé par la mairie du 3e. Et alors, c'était quoi le cahier des charges, par exemple? Le cahier des charges, c'était que ça soit quelque chose qui participe à l'amélioration de la culture dans le quartier. C'était sur la culture, voilà, par exemple. Voilà. Donc, parce que les conseils de quartier, souvent, sont des lieux de contestation. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le conseil de quartier, et le conseil de quartier a servi longtemps, et sert encore, à protéger les braves gens qui habitent sur les berges du bruit fait par les jeunes qui s'amusent sur les berges. Donc, ça, c'était pas ma tasse de thé, ni la tasse de thé de personne. On n'est pas dans... Là, ça donne... Je veux dire, on a l'impression de participer à quelque chose pour la vie du quartier. Voilà. Et non pas, on n'est pas simplement et parce qu'aussi, dans les partis, je peux vous en parler longuement, dans les partis, ce genre d'action qui existait autrefois, quand je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait pu obtenir l'ouverture d'une piscine et d'une MJC à Saint-Étienne dans le quartier de Beaulieu, on pouvait conduire des actions et avoir une réalisation. Aujourd'hui, dans les partis, vous pouvez conduire ce que vous voulez, on ne parle pas de la vie du quartier. Voilà. Donc c'est un espace qui est donné où les gens qui veulent s'engager pour les autres peuvent le faire. C'est dans le 7e qu'il y a aussi une box aussi, qui est installée. Donc c'est pas quelque chose de très original. L'intérêt que j'ai vu et qui ont vu les élus, c'est de pouvoir donner du sens à la lecture. Dans le quartier de Montchat, ils ont réalisé une déchetterie pour récupérer comment on appelle ça, les déchets. Voilà. Il y a des tas de choses qui se produisent sur Lyon comme ça aussi. Et les gens, ils ont leur autonomie, ils montent le projet, ils obtiennent un budget, ils le réalisent, et puis ça roule. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir l'évaluer. Et là, c'est très difficile à évaluer. On a tamponné, je pense qu'on a dû tamponner plus de 1000 livres. Et j'en viens, il y en a 40 là, à ce moment. Alors, et donc je les vois les retours. Il y a quelque chose qu'on reproche souvent aux élus politiques, donc aux professionnels, c'est qu'une fois qu'ils sont élus, finalement, il y a assez peu de retour de leur action, ils se retournent assez peu vers les électeurs, ils sont assez vite coupés finalement du peuple qu'ils représentent. Alors, pour ce qui est des conseils de citoyens, comment vous faites pour continuer à maintenir le lien avec les autres habitants du quartier? C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y a M. Revol là, qui pourrait en dire autant que moi, mais il y a des assemblées du conseil de quartier où les gens viennent, s'expriment, et les choses se font comme ça. Mais c'est pas, je veux dire, par rapport au débat qui précède, c'est pas révolutionnaire, voilà. On en profite donc pour accueillir Tristan. Bonsoir. C'est facile, Lyon facile en voiture en fait. Je reviendrai. Ouais. C'est
C'est juste qu'il est un peu tard, c'est ça, c'est pour ça. On a fait tout à l'heure, avant que tu arrives, un petit tour juste de présentation. Donc, il y a eu une petite présentation de 45 minutes d'un film. J'ai pas voté. Donc, la question que j'ai posée à tout le monde, c'est toi, est-ce que tu votes? Ah oui, comme ça, d'entrée. Je te demande pas pour qui, hein, mais est-ce que, voilà, sur cette question du vote. Non, je me présenterai jamais, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je vote? Oui, je vote même de PS. J'ai voté PS pendant 42 ans, même, pour vous dire. C'est pour ça que maintenant je suis très en colère et très très engagé. C'est vraiment, je suis allé jusqu'au bout du bout, moi, du coup, hein, du vote utile et du vote de gauche, je suis allé vraiment jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Voilà, il m'a fallu 42 ans pour me réveiller, et là, ça y est. Donc voilà, Merci. Les yeux bien ouverts. Sur le coming out, merci. Donc, avant d'aborder la partie, la présentation plus particulièrement de l'expérience de Saillant, toi, au niveau individuel, quel est le parcours qui t'a amené donc jusqu'à ce conseil municipal? Est-ce que tu étais candidat? Je veux dire, ça s'est fait comment? Comment tu es arrivé à participer à cette expérience de Saillant? Alors, ça fait partie de ces moments de la vie où on fait un pas l'un après l'autre. Il faudra que je vous raconte l'histoire, en fait. Je peux pas trop, parce que sinon je casse un peu des moments de suspense, etc. Donc je peux pas tout vous dévoiler là. Ça s'est fait presque par devers nous, en fait. On n'était pas complètement prêt à ça. On s'est juste mis d'accord sur quelques principes au départ, et puis ensuite on est rentré dans l'aventure. Donc c'est difficile de répondre à cette question-là. J'ai pas un passé politique très puissant. Je suis directeur d'un centre social, donc je travaille sur les questions de participation depuis pas mal de temps. Voilà. Et donc, puisque tu maintiens un suspense d'enfer, là il va falloir y aller, tout le monde est les lèvres suspendues, a envie vraiment que, déjà quand tu as attendu longtemps, en se demandant mais est-ce qu'il va réussir à arriver jusqu'ici, donc qu'est-ce qu'on peut dire, cette aventure de Saillant aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'en parler à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec le recul de 2 ans maintenant? On peut faire Arbrousse-Poil, ou est-ce que tu veux partir du début de l'aventure? C'est comme tu veux. Alors ma présentation dure 1h15. Donc on va commencer par le dernier quart d'heure alors. Non, dis-moi juste combien de temps et je m'adapte. Et bah effectivement 15 minutes. 15 minutes? Ouais. Ah mais c'est énorme. C'est vrai? Ouais. Non, je vais pas parler pendant 15 minutes. Alors non, mais en gros, donc je t'interromprai, et puis il y a peut-être justement les autres personnes qui auront envie de te poser des questions et de réagir aussi. Alors, donc c'est un monologue de 15 minutes, alors quasiment. Hein. Saillant, petit village de 1200 habitants dans la Drôme, au bord d'une rivière, très joli village. Je pense que Loïc peut en témoigner, hein, il a apprécié. Donc un petit village de 1200 habitants avec un maire assez classique. Est-ce qu'on parle de l'étiquette? Il était modem. Voilà. Je vous dis juste qu'il était modem parce qu'à l'époque, il y a 8 ans, c'était à la mode au modem de se présenter avec l'étiquette de démocratie participative. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient nés déjà. Du coup, on se présentait sous cette étiquette-là et notre maire s'est présenté sous l'étiquette de démocratie participative. C'est ça qui est assez drôle dans l'histoire. Et il nous a fait pendant 6 ans pas mal de projets idiots. Mais alors là, il en a eu un sur la fin de sa mandature qui était absolument exceptionnel. C'était un peu le pompon. On est dans un village donc, de 1200 habitants avec beaucoup de commerces de proximité. Et il a eu la belle idée de vouloir mettre en place un supermarché à 900 mètres de village le long d'une déviation. Et même pas du bon côté de la déviation, vous voyez, il fallait même traverser la déviation pour aller... voilà. Et ça a été voilà, c'est ça qui l'a tué, l'une des raisons qui l'ont tué. Du coup, il s'est entêté, il y a un collectif qui s'est mis en route, et l'une des choses qu'a fait le collectif, ça a été de récupérer 800 signatures, on est 1200 dans le village, 800 signatures de gens qui lui disent non, on n'en veut pas. Et du coup, lui continue et persiste. Et jusqu'à un moment, bon, finalement, on a gagné, il n'y a pas de supermarché, on a une brasserie à la place, on a un brasseur de bière à la place. Mais c'est pas le politique qui a cédé, le politique s'est entêté, c'est les enseignes qui ont cédé. Parce que le coût des 800 signatures, lorsque vous allez voir les enseignes sur
ça marche mieux. L'argument économique marche mieux que l'argument politique, là, en l'occurrence. Enfin, ça a mieux marché, Donc, du coup, ça s'est été abandonné. Et là, on se retrouve à peu près à 1 an des élections municipales. Et ce qui se passe, c'est que personne ne se présente en face du maire sortant, a priori. Et on est un petit noyau, 5, 6, 7, 8 personnes, à se dire il faut absolument engager quelque chose, c'est pas possible qu'on n'ait pas le choix. Et c'est pas possible que ce monsieur repasse de cette manière-là. Il n'était pas question de faire une liste, il était question d'engager quelque chose, d'engager un mouvement. Et à un moment donné, les gens dans la petite assistance, on était une dizaine, parlent de démocratie participative. Alors ça vous gêne pas, vous, démocratie participative, le fait qu'on ait besoin de qualifier ce mot de démocratie sans arrêt, c'est, enfin, à mon avis, il y a un loup là, hein, il y a un truc à aller gratter. Entre délibérative, représentative, participative, voilà. Donc les gens parlent de ça et on se dit à quelques-uns, on va pas en parler, on va le faire. Parce qu'en parler, lui il l'a fait, d'autres personnes l'ont fait, donc nous on va pas parler de démocratie participative, on va le faire. Donc on a organisé une première réunion publique et le principe, je vous le fais très très vite, hein, et le principe c'était de venir devant les habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme ni candidat. Voilà, ça surprend. À 6 mois des élections, ça peut surprendre. Ça a surpris, mais ça a plutôt agréablement surpris. On a eu 120 personnes qui sont venues ce soir-là et qui sont sorties émues de cette séance de travail. Donc pendant 2h30, ils ont travaillé sur un début de programme. On a fait une deuxième réunion publique, puis une troisième réunion publique. Donc à l'issue de ces 3 réunions publiques, les habitants ont déterminé 66 projets qu'il a fallu, il manque un mot là, vous voyez, ça. Qu'il a fallu, pas trier, autre proposition. Pas loin, prioriser. Voilà, prioriser. Et il a fallu prioriser, donc on est tombé à 33 projets d'habitants qui ont composé stricto sensu le programme et le tract de campagne. Et on est passé, la première réunion publique, dans le petit groupe qu'on était, il y avait 2 futurs candidats. On est passé de 2 à 22 en 3 réunions. Les gens ont demandé aux gens, du coup, ils avaient le choix entre 3 cases. Première case, ce que vous faites ne m'intéresse pas une seule seconde, je ne veux plus en entendre parler. Deuxième case, ça m'intéresse, tenez-moi au courant. Et troisième case, ça m'intéresse tellement que je veux rejoindre la liste. Donc on est passé de 3 à 22 candidats. Vous voyez, donc on a fait vraiment le programme et les candidats. Et les candidatures, en tout cas, ont été mises en route durant les réunions. Et donc, est-ce que vous avez été surpris des résultats? Alors, là, oui, du coup, on a gagné. Ouais. Vous saviez tous, du coup, on a gagné à 57 pour 56, et quelques pourcents, et avec quasiment 80% de participation. 80%, c'est assez classique chez nous en termes d'élections locales. Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, on a battu quelqu'un qui était conseiller général, vice-président de la communauté de communes, il se présentait au sénatorial. Enfin, vous voyez, c'était quelqu'un qui commençait un peu à prendre un vrai, quoi. Un vrai politique, quelqu'un qui prend sa mission au sérieux, quoi. Et est-ce que vous aviez décidé à l'avance qui serait maire si vous remportiez les élections? Ouais, non. Du coup, la tête de liste, on a fait ce qu'on appelle dans les méthodes d'animation, on s'est inspiré de la sociocratie, pour ceux qui connaissent, et on a fait une élection sans candidat. Alors le principe, donc on est 22 là dans la salle. Alors moi, j'étais pas du tout élu, j'étais animateur. Je défends le principe qu'on est soit animateur, soit on a le pouvoir, mais on peut pas être les deux. Voilà. Donc moi j'étais animateur, j'ai pas le pouvoir. Et donc du coup, le principe de cette animation-là, ça a été de demander aux gens de définir quelles sont les qualités d'une tête de liste. Donc ils ont défini les qualités d'une tête de liste. Et après, plutôt que de poser la question qui veut être tête de liste, on a demandé aux gens qui vous verriez à cette place-là. Est-ce que vous voyez la petite nuance qui est entre les deux? Voilà. Ça fait quand même. Alors vous avez le droit de dire vous. Alors là aussi, c'est un indicateur. L'un des principes aussi de ce travail-là, c'est de repérer les mâles blancs dominants. Alors faites attention, des fois, c'est pas toujours des mâles, ils sont pas toujours blancs. Et ils sont pas toujours très volontairement dominants, mais c'est plus insinueux que ça. Alors, un indicateur, par exemple, c'est lorsque vous demandez qui veut être tête de liste, ceux qui lèvent la main, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut être un bon indicateur. Donc du coup, voilà, donc on a voulu inverser ça, et il s'agissait pas du coup de demander qui voulait être tête de liste, il s'agissait de demander aux gens qui verraient
du coup à cette place-là en fonction des qualités qu'on s'était données. Les qualités tournent essentiellement autour de la capacité d'écoute, la médiation et la capacité d'animation. Il se trouve que c'est un ancien animateur, Vincent, qui est le maire, et pour la petite histoire, il n'était pas là ce soir-là. Il est veilleur de nuit, donc il n'était pas là ce soir-là, on lui a envoyé un texto en disant que c'était lui la tête de liste. Voilà. Voilà. Ça inverse un petit peu quand même tout, c'est des petites histoires du coup qui, voilà, pour vous rendiez compte qu'on a un petit peu inversé le système.